Salut, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'expériences qui ont été faites sur le principe de la psychologie pour découvrir des choses, des grandes théories, les mettre en application ou simplement les découvrir pour la première fois. Et ça c'est intéressant. C'est tellement intéressant que je me suis dit qu'on allait en faire une vidéo, mais en fait ça vous le savez parce que vous êtes déjà dedans. Alors c'est parti, Loïc, générique! Je vais vous parler exactement de cette expérience et des théories qui en ont découlé. Et puis j'en ai d'autres sous le coude, alors si ça vous plaît, si ça vous stimule et si vous dites putain j'en aurais bien voulu un peu plus, vous me le direz dans les commentaires, je vais pas faire un sondage pour ça, mais si je vois qu'il y a masse personnes qui sont intéressées et que la vidéo aussi a fait un peu de vues, j'en ferai une deuxième, voire une troisième et peut-être même que dans 10 ans je ferai que ça, tellement ça vous aura plu. Première expérience dont nous allons parler, c'est l'expérience qu'avait mis en place Lee Ross qui a donné l'expression et la théorie de l'erreur fondamentale d'attribution. L'attribution est un processus psychologique qui met en perspective la cause et l'effet et qui les réunit et qui les met en parallèle, tu vois. Et donc l'expérience qu'a fait Lee Ross, c'est de faire lire un texte à des gens, mais un texte avec des propos très controversés. Et il observait et il étudiait la réaction des personnes vis-à-vis de la personne qui lisait le texte en fait. Celle qui ne savait pas que ce texte n'avait pas été préparé par lui, qui ne faisait que de le lire, avait une très mauvaise opinion sur cette personne, mais c'est là où ça devient intéressant, c'est que même les personnes qui savaient qu'il ne faisait que lire un texte qui n'était pas de lui, et qu'il était obligé de le faire, avaient quand même une mauvaise opinion et le tenaient en partie pour responsable de ce que racontait le texte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait ça vient à cause de presque l'inverse de l'erreur fondamentale d'attribution, qui fait que quand des choses nous arrivent à nous, c'est toujours le fait de circonstances extérieures, psychologiquement parlant, alors que quand cette même chose arrive à quelqu'un d'autre, on l'en tient pour entièrement responsable. L'exemple très classique qu'on utilise pour ça, c'est de dire désolé, je suis en retard ce matin parce que vraiment mon réveil n'a pas sonné et en plus je me suis couché tard parce qu'il y avait du bruit à côté de chez moi, ce qui peut être complètement la vérité. Alors que si quelqu'un arrive en retard pour vous voir, vous allez avoir plutôt tendance à dire que c'est de sa faute en fait. On peut pas te faire confiance en fait, toi tu es toujours à la bourre de toute manière. Et vous allez lui en vouloir à lui personnellement sans prendre en compte les facteurs extérieurs. C'est intéressant parce que grâce à cette expérience, on peut tenir compte de ce biais-là qu'on a instantanément pour essayer de lutter contre et de s'améliorer un peu. L'expérience numéro 2 nous vient de 1956 par le psychologue américain George Miller. Vous allez essayer de faire un peu comme lui proposait à l'époque, vous allez essayer de retenir rapidement cette phrase ici, là, toutes ces lettres-là. Allez-y, retenez ça le plus vite possible. Stop. Bon, c'était pas facile, et pourtant si vous aviez vu ce qu'on a mis secrètement à l'intérieur, vous l'auriez retenu. En fait, c'était juste UPS, le service postal, BMW, la bagnole, CIA, donc la CIA, et à la fin, Loïc s'est même intercalé à la toute fin. Et si je vous avais dit ça dès le départ, si vous l'aviez vu aussi dès le départ, ou si on avait mis des points au début, vous l'auriez retenu instantanément, parce que c'est que 4 grosses informations à retenir. Et c'est ça qu'a essayé de démontrer George Miller en 56, c'est que le cerveau humain, dans sa mémoire de travail, n'arrive pas à retenir plus de 7 choses en moyenne, que ce soit des mots, des images, des notes de musique, la liste de courses, ce qu'on veut, en général c'est 7. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on divise les choses, qu'on les subdivise par plus gros paquets, comme on le fait pour les numéros de téléphone. On ne retient pas 10 chiffres, on les retient en fait par groupe de 2, donc on retient déjà que 5 informations, et là c'est beaucoup plus simple. Son élève, Sidney Smith, a lui réussi l'exploit de retenir 40 nombres binaires en aléatoire. Donc on lui a présenté une suite aléatoire de 1 et de 0, il a retenu ça, et après il a expliqué qu'il avait tout groupé par lot de 8, ça fait plus que 5 lots à retenir. Il avait trouvé une petite méthode mnémotechnique pour que ça forme des mots, les suites de 0 et de 1, ça forme des mots, et comme ça il a retenu. Et c'est vrai que ça marche avec nous. C'est-à-dire que si on divise un discours en parties ou un cours, pour ceux qui sont en cours en parties, on retient mieux. On retient les chansons par rime de 2, et après par couplet, par refrain, et ensuite l'ensemble. Donc, grâce à George Miller, on sait qu'il faut absolument regrouper en dessous de 7 pour pouvoir bien retenir les choses. Pour cette troisième expérience, nous allons parler de quelque chose qui a été fait en 1995, une étude très intéressante qui a été faite avec plusieurs critères. La première chose qu'ils ont fait, c'est de demander à tout un groupe de personnes noires de peau de remplir un test d'intelligence. Et ils ont pris aussi une partie de ces personnes-là à qui ils ont dit que c'était un test pour voir, c'était pas vraiment un test d'ailleurs, c'était une étude pour voir comment réfléchissaient les gens quand ils voulaient résoudre un problème. Toutes les personnes qui ont pensé faire un test juste pour résoudre les problèmes ont eu des meilleures notes que les personnes qui ont eu le même test mais qui pensaient faire un test d'intelligence sur elles-mêmes. Ça s'appelle la menace du stéréotype.
En gros, quand toute ta vie tu as été brimé par des choses pour ton caractère de genre ou d'orientation sexuelle ou de couleur de peau, tu vas faire en sorte que ce stéréotype s'auto-proclame. Ils sont allés plus loin dans les études, par exemple, quand une femme joue contre un ordinateur où il y a un autre être humain derrière et qu'elle pense que c'est un homme, elle joue un peu plus mal parce qu'elle s'auto-dévalorise. De la même manière, un schizophrène va être beaucoup plus maladroit s'il pense que les autres personnes dans la pièce sont au courant du fait qu'il est schizophrène. En gros, la menace du stéréotype, c'est par peur de confirmer aux autres l'a priori et le stéréotype qu'ils ont sur vous, eh bien en fait vous êtes moins confiant et du coup vous auto-réalisez les choses dont vous aviez peur. C'est un peu pervers quand même. La quatrième étude s'est passée dans une prison, une fausse prison. Le psychologue Philippe Zimbardo avait un jour demandé à des étudiants qui voudraient être volontaires pour des études, etc., remplir des papiers, etc. Quelque temps après, il fait arrêter 12 de ces étudiants-là par la police locale qui les emmène directement à une prison, sans leur dire ce que c'était, etc., qui les enchaîne et qui les descend directement au sous-sol. Ensuite, il demande à 12 personnes qui étaient volontaires aussi pour les études qu'il proposait au départ, de se faire engager pour être surveillants, matons, etc. Les 12 personnes qu'il a recrutées n'avaient rien dans leur profil psychologique de bizarre ou d'instable ou de sadique ou de choses comme ça, et au contraire, c'était des personnes qui respectaient la loi et qui étaient plutôt cool, tu vois. Il les a engagés, l'expérience devait durer 2 semaines, elle s'est arrêtée au bout de 6 jours. Pourquoi ? Parce que les détenus étaient dans un état assez extrême d'urgence, en fait, de besoins psychologiques, voire médicaux, parce que un tiers, donc 4 des 12 surveillants, avaient révélé un comportement sadique, et d'une manière générale, les 12 surveillants s'étaient montrés plutôt à tendance sadique, plutôt injuste, plutôt trop sévère, etc., etc. Donc 6 jours au lieu de 12, il a fallu interrompre ça. Ça s'appelle la prison de Zimbardo aujourd'hui, cette expérience psychologique, et elle révèle vraiment que dans certaines circonstances, sous certains ordres, dans une certaine situation, on peut perdre complètement ses valeurs initiales face... C'est même pas de l'obéissance, hein, c'est une situation plus que de l'obéissance. L'obéissance, c'est plus l'expérience de Milgram d'ailleurs. Mais celle de Zimbardo, elle montre plutôt que le contexte, la situation et la manière dont se déroulent les choses peut faire qu'on a un changement dans notre comportement et nos valeurs. Et c'est intéressant aussi pour comprendre un peu mieux l'histoire. En 5e, on va parler de ce qu'avait constaté Henri Bécher durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un anesthésiste et c'est à lui qu'on doit la première découverte de l'effet placebo. Donc l'effet placebo, c'est le fait de prendre un médicament qui n'en est pas un, qui est juste du sucre et de l'eau, et de ressentir quand même des effets bénéfiques. Lui, il s'en est rendu compte quand il s'est aperçu que les soldats qui étaient blessés et qui allaient rentrer chez eux souffraient moins que d'autres soldats qui étaient moins blessés et qui allaient pas rentrer chez eux. Et en fait, il s'est dit, ok, l'anticipation fait qu'ils prennent leurs blessures pour une bonne chose, et apparemment, ils se sentent mieux par rapport à ça. Des expériences pour comprendre cette psychologie un petit peu particulière ont été faites, et aujourd'hui, par exemple, tous les labos de pharmacie doivent tester en double aveugle, ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire d'un côté un placebo et d'un côté le vrai médicament, mais personne ne sait ce qu'il prend. Ça permet de constater si c'est un médicament qui a un effet placebo de base ou s'il a vraiment des choses qui sont actives et qui fonctionnent à l'intérieur. Et en faisant ça, on s'est aperçu d'autres choses dont on parle assez rarement, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était cool d'apporter cette réflexion ici. Pour qu'un médicament soit vraiment efficace, il faut que la personne elle soit au courant qu'elle prenne ce médicament et qu'elle soit au courant de ce que le médicament va faire ou guérir chez elle. Si la personne prend un médicament et qu'elle ne le sait pas, par exemple sur un lit d'hôpital en perfusion, eh bien le médicament aura moins d'effet. Et ça, c'est pas que l'effet placebo qui se passe dans la tête, parce qu'on a tendance à dire l'effet placebo c'est que psychologique, pas du tout. Ça va aussi déclencher dans le cerveau quelque chose de très concret, qui sont des antalgiques cérébraux, c'est-à-dire le cerveau qui fabrique ses propres antalgiques, des opioïdes, qui vont soulager du coup la douleur. Mais ça, il le fait par anticipation, parce qu'il sait qu'il est en train de se faire traiter. Donc l'effet placebo, c'est un peu plus complexe que ce qui n'y paraît, c'était cool d'en parler. La prochaine expérience, c'est le point de départ, c'est Colin Cherry qui en 1950 a démontré que l'oreille savait distinguer des sons dans la masse pour pouvoir filtrer en fait juste une information parmi toutes les autres. Ok, en gros, quand vous êtes dans une soirée, genre vous êtes dans un bar, il y a du bruit de partout, et pourtant vous parlez peut-être avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la table, et vous suivez votre conversation comme si tout le brouhaha autour n'existait pas, et comme si c'était un peu un tas de sons mais qui n'avait pas trop de sens en fait, alors que c'est très clair ce que l'autre vous dit.
Du coup, en 1958, Donald Broadbent a voulu aller un petit peu plus loin en menant des expériences un peu plus complexes, parce que la majorité des psychologues de l'époque pensaient que le cerveau ne savait pas traiter plusieurs flux d'informations en même temps, et que, ok, il y avait peut-être un filtre comme ça, mais ce filtre était unique, il ne pouvait pas traiter deux informations en même temps. Et lui, il a démontré l'inverse. En fait, c'est très simple, il a demandé à des participants de venir, il leur a mis un casque sur les oreilles, mais en fait, c'était un double casque, ils entendaient des suites de chiffres de chaque côté, genre 314 d'un côté, 628 de l'autre, mais tout ça en simultané. Et malgré le fait que ce soit en simultané, ils savaient dissocier les deux chiffres et ils pouvaient les noter ou les répéter au fur et à mesure. Tant que les informations elles restent simples, le cerveau peut avoir plusieurs filtres en même temps et les écouter et les dissocier. Dès que ça devient un petit peu complexe, et c'est ce qu'a fait Donald Broadbent en 58, après il a accéléré le truc, il a rendu les informations plus complexes, et là, il y a ce qu'on appelle le filtre de Broadbent qui se met en place, et qui fait qu'on arrive à se concentrer que sur un seul, et qu'on occulte complètement l'autre. On le perçoit, mais on ne le comprend pas, comme quand on parle avec quelqu'un dans une soirée, ou des fois, vous savez, vous avez une conversation, et en même temps, vous saisissez un ou deux mots très simples, parce que ça vous intéresse sur le côté. C'est le filtre de Broadbent. Il ne nous reste plus qu'une seule expérience, je voulais vous parler de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Il est parti d'un principe très simple, les Esquimaux ont plus d'une centaine de mots pour désigner des neiges différentes qu'on n'est même pas nous capables de percevoir. Mais comme là la vidéo elle commence à être un petit peu longue pour ce genre de vidéo, je vous raconterai ça sur mon Instagram sur lequel vous pouvez me rejoindre. Et si ça vous intéresse par Instagram, ne stressez pas, j'en parlerai un jour sur la chaîne. Mais en attendant, je vais le faire en story dès aujourd'hui, comme ça vous pourrez le revoir ou en vidéo en dur. Si vous ne me connaissiez pas, je m'appelle Fabien Olicard, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et vous pouvez activer la cloche, comme ça vous savez que les autres vidéos elles sortent. Vous pouvez liker cette vidéo, pensez à me dire si vous voulez un épisode 2, voilà, parce que si vous voulez pas, ça sert à rien d'en faire un deuxième, mais si vous voulez, j'en fais un deuxième. Et ici, je vous mets deux autres vidéos qui peuvent vous intéresser. Ça, c'est une vidéo sur l'effet Mandela, qui fait qu'on a l'impression que le passé a été modifié. Et ça, c'est une vidéo sur l'effet Dorian Gray, qui dit que potentiellement notre prénom ou notre signe astrologique peuvent nous influencer, mais scientifiquement parlant, bref, ça c'est passionnant. À très bientôt, ciao!